Détérioré au cours de ces dernières décennies, le palais de la culture a entièrement été réhabilité. La clé du palais a symboliquement été remise hier samedi au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Les résultats n'ont pas été bons aux examens du CEPE et à l'entrée en 6e dans plusieurs localités de Seguelon. C'est dans le Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu seulement 25% d'admis. Le préfet du département a donc convoqué une réunion pour situer les responsabilités. Les rebelles du nord du Mali, à dominante Touareg, ont enfin signé hier samedi à Bamako l'accord pour le retour de la paix au Mali. Le processus de réconciliation dans ce pays est donc relancé. Le magazine de ce dimanche 21 juin a pour invité M. François Abondio, secrétaire général de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, Cassis. M. Abondio, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de médiation comme mode alternatif de règlement des litiges dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire entre acteurs économiques. Bien sûr, il y a tout à l'heure pour l'entretien. Merci bien. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition. Le palais de la culture a été entièrement réhabilité. L'édifice avait été détérioré au cours de cette dernière décennie. Il a retrouvé son lustre perdu après des travaux de rénovation entamés en 2013. La clé du palais a symboliquement été remise hier samedi au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Reportage Michel Digré. Le palais de la culture retrouve son plus beau visage après les rides prises quelques années seulement après sa construction en 1999. Pour cette intervention, 3 années auront suffi pour redonner des couleurs à la bâtisse. Le traitement de choc a été possible grâce à la Chine et au gouvernement ivoirien. Je suis très fier de voir le résultat de ce projet. Grâce à la direction très rigoureuse de son Excellence Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, les travaux se sont bien déroulés. Je voudrais d'abord remercier la République populaire de Chine pour avoir accepté de faire cette rénovation de ce palais en y mettant 15 milliards de francs CFA pour la rénovation. La partie ivoirienne mène les 9 milliards de manière à atteindre, disons que le chiffre qui avait donc été avancé tout à l'heure de 24 milliards de francs CFA. Pour éviter une rechute, des mesures rigoureuses seront prescrites. Nous allons gérer cet ouvrage comme on gère un espace privé. D'abord, il n'y aura plus de gratuité. Les salles ne seront pas aussi chères que les salles privées. Elles seront accessibles. Elles ne seront pas réservées et puis décommandées. Celui qui réserve, il paye. Qui l'occupe, qui ne l'occupe pas, il paye. S'il ne paye pas, on le poursuit en justice. Le peuple épris de culture va prendre grand soin de cet édifice en respectant l'environnement. C'est-à-dire en ne venant pas ici pour casser, en ne venant pas ici pour salir, en ne venant pas ici pour faire n'importe quoi. Parce que le ministre l'a dit tout à l'heure, il nous a laissé des instructions très fermes. Celui qui casse une aiguille la remplace. C'est un espace d'excellence où les Ivoiriens ont bien envie de rêver de grandes œuvres et nous serons vraiment prêts pour relever ce défi-là. Le palais sera très bientôt ouvert aux promoteurs de spectacles pour que le temple par excellence de la célébration de l'art et de la culture retrouve les émotions et sensations qu'il a connues par le passé. Tout à fait autre chose, le 6e forum de l'action internationale des collectivités se tiendra les 29 et 30 juin prochains en France. La Côte d'Ivoire prendra une part active à cette rencontre de renforcement des liens et de coopération entre les pays du monde. La Direction générale de la décentralisation a initié une réunion préparatoire de ce 6e forum. Témoin Serge Colliard. Le 6e forum de l'action internationale des collectivités en France va mobiliser près de 1500 décideurs publics. Une trentaine de délégations étrangères sont attendues pour renforcer leur coopération et tisser de nouveaux liens.
Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de développer les projets de coopération décentralisée. La Direction générale de la décentralisation entend mettre à profit cette tribune d'échange. Cette année, 20 conférences thématiques sont prévues. Elles portent sur les thèmes « Ville durable et intelligente », la jeunesse, la mobilité, le volontariat, l'action d'urgence ou encore le financement public-privé. L'événement est dédié à l'activité internationale des collectivités territoriales et constitue une occasion unique de valoriser l'ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Les collectivités et associations des pays partenaires de la France ont la possibilité d'animer un stand pavillon sur l'espace partenaire du forum. Il s'agira de mettre en avant les projets de coopération en cours, d'identifier les partenaires, de promouvoir les relations entre les acteurs concernés, à savoir les décideurs publics, les bailleurs de fonds et les opérateurs privés. Le 6e Forum de l'Action internationale des collectivités en France est organisé par Cité Unie France et Média Contact Service avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence française de développement. Il se déroulera les 29 et 30 juin au Palais des Congrès de Paris en présence de plusieurs délégations, dont celle de la Côte d'Ivoire. Comment la Banque africaine de développement pourrait apporter un appui à l'Université internationale de Grand Bassam? Pour avoir une idée précise de cette contribution qui pourrait booster les performances de cette université, le président sortant de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, a eu un échange avec les responsables de cette université. Nous retrouvons Michel Degré. Le président sortant de la Banque africaine de développement en visite guidée sur le site de l'Université internationale de Grand Bassam, de l'amphithéâtre qui porte désormais son nom aux résidences universitaires en passant par les salles de classe, Donald Kaberuka a pu se faire une idée des conditions de formation des étudiants. J'ai beaucoup entendu parler de cette université qui se veille un collège à caractère international et qui me semble être ici la bonne voie de remplir ces conditions. Donc tout naturellement, vit notre intérêt pour l'enseignement supérieur. Et nous avons intérêt à apporter notre appui à ce collège, comme nous le faisons pour beaucoup d'autres. Donald Kaberuka a également eu un échange avec les responsables de l'Université internationale de Grand Bassam qui attendent beaucoup de l'institution financière africaine. Je lui ai demandé de nous aider à trouver des aides pour les étudiants nécessiteux, car nous avons des étudiants brillants, mais dont les parents n'ont pas toujours les moyens. Ensuite, naturellement, nous voulons développer la science et la technologie. Et dans ce secteur, il y a peu de jeunes filles. J'ai souhaité qu'un programme soit mis en place pour aider les jeunes filles à s'orienter de plus en plus nombreuses vers les sciences et la technologie. L'une des priorités de la BAD est le développement des compétences ainsi que la création d'emplois pour les jeunes. Ce programme évalué à environ 15 milliards de francs CFA cible l'ensemble du système éducatif. Nous vous le disions dans nos titres, les résultats n'ont pas été bons aux examens du CEPE et à l'entrée en 6e dans plusieurs localités de Séguelon. C'est dans le Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu seulement 25% d'admis. Le préfet du département a donc convoqué une réunion pour situer les responsabilités. Thérèse Tapeyoboué. Dans le département de Séguelon, région du Kabadougou, les résultats scolaires 2014-2015 ont été faibles aux examens du CEP et à l'entrée en 6e. Sur un effectif global de 288 candidats ayant pris part aux épreuves, seulement 72 ont été déclarés admis, soit un taux de 25% d'admis. 2 villages du département ayant présenté 16 candidats et 14 ont enregistré chacun 0% d'admis. Face à ces résultats, le préfet du département a rencontré les responsables de l'éducation de la région. Séance tenante, je ne peux pas prendre des mesures. Nous allons analyser toutes les difficultés que vous avez évoquées et puis les propositions de solutions vont être faites à la réunion, à la grande réunion de rentrée. Sur les 26 villages que compte le département, seulement 13 disposent d'une école primaire.
Il faut ajouter à cela le manque de matériel didactique, le déficit d'enseignants dans certaines écoles et l'emploi d'enseignants volontaires. Des difficultés évoquées par les responsables locaux au cours de cette rencontre. Nous sommes en train de sortir d'une période de guerre où certaines écoles avaient été tenues par des vacataires. Donc tous ces élèves se retrouvent aujourd'hui au CM2. Il fallait s'y attendre. C'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à ces résultats. L'enseignant ne faut pas aller travailler encore, en tout cas dans mon avis. Les enfants n'étudient pas, mais pour que vous fassiez vos efforts encore. Le président du conseil régional du Kabadougou a invité les responsables des écoles du département à répertorier leurs besoins auprès du préfet et a promis un soutien du conseil régional. À cet effet, 1000 tables bancs seront mises à la disposition des écoles de la région du Kabadougou. Le ministère des Ressources animales et halieutiques renforce les capacités des vétérinaires ivoiriens. Objectif, répondre aux normes internationales en vigueur dans le domaine de la santé animale. Victorine Yaoyoboué. Le retard de la Côte d'Ivoire en matière de services vétérinaires ne se situe pas seulement au niveau de la pratique des professions vétérinaires. Tous les textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur ne répondent plus aux normes internationales. Comme solution à ces lacunes relevées depuis 2012, l'Organisation mondiale de la santé animale a préconisé la révision du cadre juridique et réglementaire des services vétérinaires. Également, la mise à niveau des praticiens avec un accent particulier sur la formation des formateurs de vétérinaires en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités des formateurs étant le moyen le plus sûr et le plus rapide de vulgariser les bonnes pratiques vétérinaires selon les experts. La direction des services vétérinaires a pour mission de préserver la qualité des denrées animales et d'origine animale, ainsi que d'assurer l'information zoosanitaire. Son rôle est primordial pour faire éviter aux populations des maladies telles que Ebola, la grippe aviaire et la vache folle. D'où l'urgence pour le ministère des Ressources animales et halieutiques de se mettre au diapason des règles en vigueur. Parlons maintenant de défense. 622 officiers supérieurs, officiers et sous-officiers et gendarmes viennent d'être décorés pour l'excellent travail abattu pour la Côte d'Ivoire. Et c'était à l'école de gendarmerie de Torogué. Hamza Diaby. Nous sommes à l'école de gendarmerie de Torogué, à Daloa. Ces 622 officiers supérieurs, officiers et sous-officiers reçoivent une décoration pour sacrifices consentis, bons et loyaux services rendus à la nation. Le général de brigade Vako Bamba, commandant en second de la gendarmerie, représente à la cérémonie le commandant supérieur, général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais. Il leur transmet la reconnaissance du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de la nation tout entière. À travers ces distinctions, notre arme honore votre engagement comme vous lui avez fait honneur par votre dévouement et votre bravoure. C'est le lieu de vous féliciter pour la détermination et la disponibilité dont vous avez fait preuve pour répondre avec efficacité aux défis opérationnels qui se sont présentés à nous. Les récipiendaires bénéficient aujourd'hui ou de la médaille de sauvetage ou de la médaille des forces armées ou encore du grade de chevalier de l'ordre du mérite. Le général Vako Bamba les exhorte à persévérer dans l'effort et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. La coalition nationale pour le changement a organisé son premier meeting hier samedi à l'espace Figayo à Yopougon, un meeting au cours duquel la question de la présidentielle de 2015 a occupé une place de choix, nous dit Michel Digré. Il est 13h30 ce samedi, fin du meeting de la coalition nationale pour le changement. Pour ce premier contact avec ses militants, le premier motif de satisfaction de la CNC, c'est la sérénité dans laquelle s'est tenue la cérémonie. Donc ce meeting s'est tenu sans violence, s'est tenu sous le regard des forces de l'ordre et que la Côte d'Ivoire se porte bien. Il est possible que des Ivoiriens qui se disent différents du régime se rassemblent sans qu'il y ait mort d'homme, sans qu'on les agresse, sans qu'il y ait brutalité. C'est possible et c'est cette voie qu'il faut conseiller à tout le monde. Il faut que nous ayons des comportements qui nous permettent de nous fréquenter.
qui nous permet de nous respecter. C'est parce que nous sommes différents que nous sommes condamnés à être unis. 2 heures de meeting sans heurte. L'occasion était toutefois trouvée pour aborder les questions qui fâchent la CNC, notamment celles relatives à l'organisation de la présidentielle d'octobre 2015. Pendant 5 ans, la commission électorale n'a rien fait pour renouveler cette liste électorale. Et puis précipitamment, on dit de faire la liste électorale sans écouter les partis politiques. Et cela se fait sans aucune mobilisation des populations. Or, on attend 3 millions à 4 millions de nouveaux électeurs sur la liste. Après 1 mois, je ne suis même pas sûr qu'on ait eu 100 000 personnes. La coalition nationale pour le changement souhaite un dialogue franc avec le gouvernement pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pour la victoire du candidat unique du RHDP, le président Alassane Ouattara, à la prochaine présidentielle d'octobre, c'est de cette année 2015, les militants des partis politiques membres du RHDP se mobilisent sur le terrain. Plusieurs coordinations ont été installées. Regardez. Pour coordonner désormais toutes les actions et énergies sur le territoire communal de Marcory en vue de faire réélire le candidat président Alassane Ouattara, Abia Krobou Raoul Modeste, désigné, vient d'être officiellement installé. Pour le présenter à la grande famille RHDP de Marcory et autres sympathisants, le directoire du RHDP a mandaté Noël Akossi Bendio et Madame Pen. Pour les émissaires du RHDP, aucune ambition personnelle ne devrait avoir droit de cité au sein de la coordination, si ce n'est de tout mettre en œuvre pour la réélection du président Alassane Ouattara. Investi d'une charge pour laquelle il s'est voulu reconnaissant, Abia Krobou Raoul Modeste s'est engagé à faire gagner à la prochaine présidentielle le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Pour lui et les siens, leur champion Alassane Ouattara devrait, par des actions qu'ils mèneront sur le terrain, avoir les faveurs des électeurs à hauteur de 95% des voix dès le premier tour. Elle a conduit la délégation d'installation de la coordination RHDP dans le Kéoui à Tiébissou. Virginie Ayatouri a donné caution à Pascal Yoboué au nom du directeur du RHDP de sillonner tous les départements afin de mieux vendre le produit de marque Alassane Ouattara. Pour elle, pas question de s'asseoir, même si la victoire semble certaine. C'est pourquoi Virginie Ayatouri a demandé l'union et la cohésion autour de nouveaux coordinateurs RHDP dans le but de réussir sa mission. Aussi a-t-elle enjoint la population, surtout les nouveaux majeurs, à se ruer vers les centres d'inscription sur la liste électorale. C'est de cette manière, dira-t-elle, que l'objectif de plus de 90% de voix sera certain à Tiébissou. Ayam Sokro, le coordinateur départemental du RHDP, s'appelle Jean Kwaku Nyanagbe. Il est investi avec son équipe, une équipe d'une 50aine de militants guéris des partis politiques membres du RHDP. Ils ont reçu mission du président du groupe de travail du RHDP, Adama Bictogo, de sillonner tous les ménages du district autonome de Yamsoko pour présenter le projet de développement du président Alassane Ouattara. Un projet qui permet à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'amorcer véritablement son processus de développement. Adama Bictogo a également invité les militants à la cohésion autour du coordinateur nouvellement installé. Jean Kwaku Nyanagbe et son équipe prennent l'engagement de ne laisser aucune voix échapper au RHDP en octobre prochain, tout en invitant les militants à participer massivement à la révision de la liste électorale. À Odiéné, dans le Kabadougou, mission a été confiée à Nasseneba Touré, maire de la commune, pour diriger la coordination départementale du RHDP. Une équipe qui a pour objectif de faire réélire le président Alassane Ouattara en octobre prochain, dès le premier tour, tout en améliorant le taux de participation. Devant ses parrains et la délégation du directoire du RHDP, Nasseneba Touré a pris l'engagement de travailler en synergie avec l'ensemble des militants des partis politiques membres du RHDP afin d'assurer au candidat unique du RHDP, le docteur Alassane Ouattara, un score de plus de 98% à la présidentielle d'octobre prochain. Le ministre Jean-Claude Brault, chef de la délégation du directoire du RHDP, a exhorté les militants d'Odiéné à l'union et la solidarité autour de Nasseneba Touré pour réussir cette mission. Car la victoire du président Alassane Ouattara en octobre prochain doit partir d'Odiéné. Pour l'occasion, les militants sont venus de toutes les bases des 5 partis politiques membres du RHDP, tous engagés à investir le terrain pour porter le message du directoire du RHDP. Philippe Légré Dagba, investi président de la coordination départementale du RHDP à Sassandra, le chef de file de la campagne du président Ouattara dans le département, a le soutien des cadres et élus. Pour les militants de la coalition RHDP de Sassandra, c'est un choix judicieux.
Le secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation, de la logistique et du maintien d'ordre, par ailleurs président du MONUSCO, est un homme de terrain. L'unanimité dont jouit Philippe Légré a été traduite par la mobilisation des oufouettistes de Sassandra, dont l'engagement a été traduit par le député PDCI Basile Frébo. Le président de la coordination départementale du RHDP a invité tous les militants à se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Ouattara. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo a salué la bonne ambiance qui règne au sein de la famille RHDP à Sassandra. Il a appelé à la victoire du président Ouattara avec un taux de participation aux élections de plus de 75%. Dans le département de Congo, 18 militants avec à leur tête l'honorable Aboulaye Diomandé, député de Congo sous-préfecture, ont été installés. Le chef de la délégation du RHDP, Nyamien Ngoran, en installant ce bureau, invite ses responsables à tout mettre en œuvre pour une majorité écrasante du docteur Alassane Ouattara à Congo, sa région d'origine. Un message bien perçu par la nouvelle coordination. Dans la même veine, à Ouangolo-Dougou, la ville aux deux frontières, la coordination RHDP de ce département sera dirigée par l'honorable Mamadou Sanogo, député de Niélé. Son équipe et lui auront à travailler pour le triomphe du candidat du RHDP dans cette partie du pays. L'opération de révision du listing électoral tire à sa fin pour la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015. La mobilisation des Ivoiriens autour de l'opération n'est pas encore satisfaisante. Le président de ce mouvement est donc en tournée pour inviter les populations à se faire recenser. Kader Sogodogo. La réussite de l'opération de révision du listing électoral est à l'heure actuelle la priorité de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015. Dans un siège du RDR de Bouaké, plein de responsables et de membres de la Force 2015 de la région de Bouaké, le président de ce mouvement de soutien aux actions du chef de l'État, Charles Niaoré, a expliqué comment son organisation compte aider à la réussite de l'opération de révision du listing électoral. Nous avons décidé d'axer notre politique sur ce qu'on appelle les crieurs publics, c'est-à-dire les djellibas. Nous voulons donc, à travers les djellibas, faire la sensibilisation pour que le maximum de personnes puissent participer à cette opération. Outre les griots ou djellibas en langue malinké, Charles Niaoré a demandé à chaque coordination de la Force 2015 de mettre en place des équipes de 2 à 3 personnes pour faire du porte-à-porte. Un choix technique et une initiative appréciée et saluée par les responsables du RDR du département de Bouaké présents à la rencontre. Aller dans la ville, aller partout, expliquer à nos parents l'urgence qu'il y a à aller se faire recenser. Merci en tout cas d'avoir initié cette rencontre à Bouaké. Ça réveille davantage le RDR. Fanny Mamadou, coordonnateur régional de la Force 2015 pour la région de Bouaké, a expliqué à l'assistance que sont concernés par cette opération de révision du listing électoral les jeunes âgés de 18 ans et plus et tous ceux qui ont participé aux élections de 2010 et 2011. C'est dans une ambiance des grands jours que les responsables de la Force 2015 de la région de Bouaké et le président national du mouvement, Charles Niaoré, se sont quittés pour vite investir le terrain pour la sensibilisation et la mobilisation des populations autour de l'opération. Le Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives a dépêché une délégation à Boasso pour présenter son rapport 2012. Ce rapport constitue des données de production et des revenus issus du secteur du pétrole, du gaz et des mines. Thérèse Tapeyoboué. Après Jacquesville et Boisflé, c'est la ville d'Aboasso qui a accueilli à son tour la délégation du Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE. Selon les responsables de l'institution, depuis quelques années, l'exploitation des ressources minières, gazières et pétrolières sont source de conflits entre les sociétés exploitantes et les populations se trouvant dans les zones de production. C'est pourquoi la délégation de l'ITIE est allée présenter à la chefferie traditionnelle, aux autorités administratives et politiques, son rapport d'activité dans la région. Qui est venu nous donner des renseignements concernant l'extraction des mines d'or dans notre région. Et d'après l'explication des responsables, nous avons été convaincus
nous sommes très contents qu'il y a un organisme quand même qui pense aux paysans. Je m'avais porté cette nouvelle à toute ma population. Et il faudrait que ce secteur-là soit bien structuré pour que ce soit dans les normes et qu'il y ait la protection du travail des enfants et des femmes aussi qui sont dans ce domaine. Composé de 26 membres, le Conseil national de l'ITIE est une structure d'État créée en 2006. Le Conseil a la charge d'assurer la transparence de la gestion des matières issues du sous-sol ivoirien. Après 3 mois passés dans le bois sacré, 15 Tchélés sont désormais des hommes accomplis. La fin de leur initiation a été célébrée à Wengeleka, dans la sous-préfecture de Ferkissé et Dogo. Plus de détails avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. En pays sénoufo, le passage de l'enfance au statut d'adulte passe obligatoirement par une phase initiatique. À Ferkissé-Dougou, la classe forgeron pratique le tchologo. Après 3 mois d'hibernation dans le bois sacré, 15 Tchélés font leur sortie officielle. Désormais, ils sont des hommes accomplis, des hommes de parole, des hommes sociables et travailleurs. Toutes choses saluées par le président du conseil régional du Tchologo. L'occasion de cette festivité est un bon prétexte pour magnifier et exalter les valeurs qui guident et fondent la société Sénoufo. En même temps qu'elle permet de mettre en relief l'âme et l'identité qui caractérisent notre peuple dans ses diverses composantes. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant Guillaume Mossoro, le patron de cette cérémonie, félicite les nouveaux Tchélés. Et adorer notre fétiche. Notre intérêt en dépend. Nous allons voir et que nous verrons demain dans le cadre de la promotion de la culture. Cette cérémonie parrainée par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, a vu la participation du ministère de la Culture, du Programme national de la cohésion sociale et de l'UNESCO. Tous ont apprécié le spectacle offert à eux par les Tchélés. La Ligue pour la lecture de la Bible de Côte d'Ivoire a organisé une journée d'action communautaire au profit des enfants de Boisflé. Nous allons suivre le témoignage de Thérèse Tapeyoboué. Jésus aime les enfants et veut leur salut. C'est autour de ce thème que la Ligue pour la lecture de la Bible de Côte d'Ivoire a initié une journée communautaire en faveur des enfants de Boisflé. Il s'est agi d'administrer des soins médicaux et psychospirituels aux jeunes. Selon le coordonnateur des projets de la Ligue, cette journée s'inscrit dans la mise en œuvre des actions de la Ligue qui consistent à répondre aux besoins sociaux de toute personne et fortifier sa vie spirituelle. Autre temps fort de cette journée, la remise de kits alimentaires ainsi que des soins médicaux aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Implantée en Côte d'Ivoire depuis 1961, la Ligue pour la lecture de la Bible de Côte d'Ivoire est présente dans 144 pays, dont 45 en Afrique. Et nous allons rester dans le domaine religieux. La mosquée Salam du Plateau a abrité hier samedi 20 juin la 10e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodiée du Noble Coran. Pour cette édition, ce sont 8 candidats venus de 7 pays qui y ont pris part. Guillaume Zéré, Christelle Bédan. Édition 2015 du concours sous-régional de la lecture du Noble Coran. La Côte d'Ivoire présente 2 candidats opposés à ceux du Bénin, du Ghana, du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Initié par la LIPSI, Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, ce concours encourage la jeunesse africaine à la mémorisation du livre sacré de l'islam. En ce mois de pénitence, il revêt davantage d'intérêt. En organisant cette cérémonie pendant ce mois béni, donc ça nous donne plus de mérite. Les enfants qui commencent la mémorisation du Coran, et même quand ils vont après à l'école occidentale, c'est des enfants qui sont remarqués par leur intelligence. Pour la circonstance, la mosquée Salam du Plateau a accueilli plusieurs personnalités, des guides religieux, des représentations diplomatiques, mais aussi des personnalités politiques. Un religieux a des limites, un croyant a des limites. Tandis que si on n'est pas croyant et qu'on est
que politique, eh bien ça peut être extrêmement dangereux. Le concours sous-régional de lecture du Noble Coran est à sa 10e édition. Après délibération, le jeune Oumar Diagouraga du Mali a été déclaré grand vainqueur. Nous sommes au magazine de ce dimanche. Notre invité est M. François Abondio, secrétaire général de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, Cassis. Merci, M. Abondio. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la rédaction de RTI 1. Avec vous, nous allons parler de médiation comme mode alternatif de règlement des litiges dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire et entre acteurs économiques, bien sûr. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Sidonie Chouaka Davila sur le colloque qu'a organisé la Cassis. Vous y étiez? Oui, bien sûr. Voilà, pour mieux réfléchir sur la médiation dans le monde des affaires. Regardez. La médiation est un mode alternatif de règlement des litiges par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales tentent de résoudre leurs différends par elles-mêmes et de manière satisfaisante pour chacune d'entre elles avec l'aide d'un tiers, neutre, impartial et indépendant, formé aux techniques de médiation. Au niveau global, c'est que 80% des affaires traitées en médiation aboutissent à des accords qui sont exécutés spontanément. Donc c'est un succès. Consciente du rôle qu'elle joue dans le domaine des affaires, l'Assemblée nationale a adopté le 20 juin 2014 la loi sur la médiation. Plusieurs mois après, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, Cassis, décide d'organiser en terre ivoirienne le premier colloque international sur la médiation à Abidjan. Je suis du Gabon. C'est seulement en janvier 2015 que nous avons mis en place le centre d'arbitrage et de médiation. Et donc il y a tout un travail qui reste à faire. Et la Côte d'Ivoire me paraît être un exemple que le Gabon pourra suivre. Les responsables de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, Cassis, se félicitent de l'intérêt que les structures publiques, privées et institutions régionales portent à la médiation commerciale. Il faut que les uns et les autres sachent que lorsqu'ils sont en conflit, il faut avant tout préserver la qualité des relations entre les parties. Toujours dans la dynamique de faire la promotion de la médiation commerciale en terre ivoirienne et en Afrique, la Cassis envisage nouer des partenariats avec des structures européennes en vue de la création d'une école de médiation. Monsieur Abondio, c'est quoi la Cassis? La Cassis, c'est la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, qui est un centre de règlement des litiges qui a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie après avoir obtenu l'agrément de l'État. Depuis quelle année vous existez? Depuis 1997 à peu près. Alors, je voudrais comprendre les différents modes de règlement des conflits dans le milieu des affaires. Comment vous réglez les conflits? La Cassis, donc, comme je l'ai dit, c'est un centre de règlement des litiges qui met à la disposition des opérateurs économiques deux procédures essentielles, la médiation et l'arbitrage, pour permettre donc à ces opérateurs économiques de régler leurs litiges en dehors des juridictions étatiques. Alors, vous avez dit la médiation et l'arbitrage. Et l'arbitrage, ce sont deux procédures. Très bien. Comment fonctionne l'arbitrage et comment fonctionne la médiation? Mais pour parler simplement, l'arbitrage, c'est un procès. Deux parties en conflit qui ont dit qu'ils réglaient leurs litiges donc, par le règlement d'arbitrage Cassis, désignent des arbitres, en parenthèse, des juges, pour que ces derniers tranchent leurs litiges. C'est un procès. Alors que la médiation, c'est un mode de règlement amiable des litiges où deux ou plusieurs parties décident de régler elles-mêmes les litiges avec l'aide des médiateurs. Au niveau de l'arbitrage ou avec l'arbitrage, on tranche. Avec la médiation, on négocie. Voilà. Alors, je voudrais, surtout au niveau de ce colloque dont a parlé tout à l'heure Sidonie Chouaka Davila, il a été question de faire la promotion de la médiation. Alors, absolument. Très bien. Alors dites-nous quels sont les avantages de cette médiation au niveau des affaires, surtout bien sûr en Côte d'Ivoire. Vous voyez par exemple deux partenaires économiques. Aujourd'hui, c'est tellement difficile d'avoir des partenaires très bien. que quand il y a un litige
il vaut mieux qu'ils s'entendent, qu'ils règlent eux-mêmes leurs litiges, qu'ils aient la responsabilisation de ce règlement, au lieu d'aller confier donc leurs litiges à un juge pour qu'il tranche. L'avantage, c'est la rapidité, puisqu'ils sont à l'origine du règlement de leurs litiges. C'est eux-mêmes qui décident des pas qu'ils peuvent faire les uns vers les autres. Donc il y a la rapidité, il y a la confidentialité, et puis il y a la responsabilisation. Et puis d'autre part, puisque ça va vite, ça coûte moins cher. Et puis, quand les parties sont tombées d'accord, ils rédigent un procès verbal. Et ce procès verbal-là peut avoir force exécutoire s'il est homologué par le tribunal. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets? Peut-être des entreprises sans forcément les citer, il y a eu des conflits et vous avez pu arranger ces conflits tant au niveau national qu'international. Est-ce qu'il y a des entreprises internationales basées en Côte d'Ivoire qui entrent en conflit avec des entreprises ivoiriennes et vous êtes arrivé à les réconcilier par la médiation? Au niveau international, nous n'avons pas eu encore de dossier. Mais au niveau national, il y a eu des dossiers où les deux parties, depuis des années, n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, ils se sont mis d'accord pour venir chez nous, pour que nous mettions en place une procédure de médiation. Au bout d'une semaine, ils se sont entendus, ils ont rédigé un procès verbal, ils se sont serrés la main et ils ont remercié la CACI. Une semaine? Une semaine. Seulement une semaine, et cela suffit? Cela suffit. Même en quelques heures, si vous êtes de bonne foi, vous pouvez régler votre litige en quelques heures, pourvu que vous soyez animé de bonne foi. Parce qu'en médiation, il faut que les deux parties soient de bonne foi, dans la mesure où c'est un règlement où on ne tient pas compte des positions juridiques, mais uniquement de l'intérêt qu'il y a les uns pour les autres à régler, à en finir avec le litige. Très bien, M. Abondio. Alors, comment est-ce que vous appréciez le règlement des conflits au niveau des affaires, surtout par rapport à votre parcours? Le parcours de la CACI, je veux dire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'arbitrage est installé. Les opérateurs économiques connaissent bien la procédure de l'arbitrage. Ils le connaissent parce que nous sommes habitués au procès. Depuis plus de 50 ans, les Ivoiriens sont formatés pour aller au procès. Et c'est pour ça qu'au colloque, le Premier ministre a déclaré qu'il faut qu'on sorte de tout procès, du tout procès. Il faut qu'au XXIe siècle, les opérateurs économiques et les particuliers utilisent d'autres modes, d'autres voies pour régler leurs litiges. Et ces voies-là, ce sont les modes alternatifs de litige que véhicule la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Ce sont des standards au niveau international. Est-ce qu'il y a des expériences, je veux dire, dans les pays anglophones, par exemple, où cela fonctionne très bien, où vous êtes allé certainement apprendre et vous inspirer de cette médiation-là? Les pays anglophones ont une culture qui favorise la médiation. Parce que les procès, ils sont longs, ils sont très chers, donc ils préfèrent toujours commencer par la médiation. Et si deux parties s'asseyent, ils trouvent toujours une solution. Alors que chez les Latins, la voie du procès, la voie du conflit est toujours privilégiée. C'est un comportement à changer, c'est des habitudes à avoir. C'est pour cela que donc, nous sommes sur la brèche pour dire aux Ivoiriens que tout ça doit changer donc, pour améliorer le climat des affaires. C'est vrai, vous êtes sur la brèche, vous le disiez à l'instant. Est-ce qu'il y a des entreprises, après la médiation, après les négociations, qui décident d'aller à l'arbitrage pour trancher? Mais j'aimerais préciser d'abord que la médiation et l'arbitrage sont deux procédures consensuelles. Il faut le vouloir pour y aller. C'est pour cela que quand deux partenaires signent leur contrat, il faut qu'ils mettent à la rubrique attribution de juridiction que s'il y a des difficultés, ils vont à la CACI pour régler d'abord par le mode amiable, par la médiation, et si ça ne va pas, par l'arbitrage. Donc, tous ceux qui ont commencé par la médiation se sont arrêtés là puisqu'ils ont trouvé un accord. Très bien. Alors, félicitations déjà. Alors, quels sont vos rapports avec l'État de Côte d'Ivoire? On sait que vous, c'est le secteur privé. Mais si nous existons, c'est parce que l'État l'a voulu. La justice est un droit régalien.
c'est le domaine de l'État. C'est pour cela que l'État forme ses juges, l'État construit des tribunaux, l'État y met les juges pour juger au nom du peuple. Mais la justice étatique est longue et le milieu des affaires ne peut pas être incompatible avec les procès qui ne finissent pas. C'est pour cela qu'ils ont accepté qu'à côté des juridictions étatiques, on puisse créer des centres de règlement de litiges pour organiser la justice autrement, avec une autre méthodologie et avec une autre philosophie. Donc, nous sommes là parce que l'État le veut. Et l'État nous encourage en créant le cadre juridique dans lequel donc, nous devons donc exercer. Et récemment, ils viennent de créer la loi, ils viennent de faire voter la loi sur la médiation judiciaire et conventionnelle. Donc c'est un encouragement à utiliser ces voies-là. Très bien. Alors la CACI a organisé un colloque pour mieux réfléchir sur la médiation dans le monde des affaires. C'était le reportage tout à l'heure de notre consoeur Sidonie Ouaka Davila. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs à l'issue de ce colloque? Nos objectifs ont plus que... c'est plus que nous n'en espérions. Parce que au plus haut niveau de l'État, le Premier ministre, le président de la Cour suprême, le ministre du Commerce, le ministre de la Justice sont venus. Et ils sont venus pour encourager le monde des affaires à utiliser ces voies-là. Donc, et puis, pendant 2 jours, 250 personnes ont rempli la salle pour s'informer, pour savoir ce que c'était, comment devenir médiateur. Vraiment, ça a été un succès qui est éclatant. Vous y attendiez pas, mais ça a été un succès. Alors, il y a eu des recommandations. Hein? Bien sûr qu'il y a eu des recommandations. La première recommandation, c'est que, étant donné qu'il y a une loi sur la médiation donc, qui a été votée et instituant une médiation judiciaire, il fallait qu'une action soit faite au niveau des tribunaux et des magistrats pour qu'ils s'approprient cette loi-là, pour encourager donc l'utilisation de la médiation judiciaire. La médiation judiciaire, une petite parenthèse, c'est pour dire que lorsque un juge ou un tribunal donc reçoit un dossier, il a la possibilité de dire « écoutez, votre dossier est tel que nous pensons qu'il vaut mieux le régler en médiation, avec l'accord des parties ». Voilà, donc cette loi-là est innovante. Et à côté de la médiation judiciaire, il y a aussi la médiation conventionnelle, qui est la médiation que nous avons toujours utilisée. Très bien, M. Amondi. Alors, quelle politique de développement de la médiation dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire les années à venir? Et nous allons terminer notre entretien. Mais il faut sensibiliser. Ça a été l'objet du colloque. Il faut sensibiliser, il faut former et surtout, il faut former des médiateurs parce que c'est un processus. On ne se lève pas pour être médiateur. Si nous voulons que la médiation se développe, il faut aussi qu'on fasse en sorte que beaucoup de médiateurs soient formés pour qu'il y en ait partout en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de nouveaux métiers qui arrivent. Il faut que tous les étudiants, tous les professionnels du droit aient l'oreille attentive pour que nous tous, donc, nous portions donc, ce projet de médiation-là pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous les justiciables. Alors là, très rapidement, qui est membre de la CACI? Membre, non. Oui, comment être membre? Faut être juriste. Oui, parce que là, disons que l'organisme qui gère la CACI a besoin de juristes, bien sûr, parce que nous ne jugeons pas, nous mettons en place les procédures, donc il faut connaître le droit. Et actuellement, vous privilégiez la médiation surtout? Nous privilégions la médiation parce que c'est neuf et parce que c'est bon pour les opérateurs économiques et pour les Ivoiriens en général. Monsieur Apondio, merci d'avoir répondu à nos préoccupations. Vous restez avec nous. Nous allons terminer cette édition avec cette information. Les rebelles du nord du Mali à dominante Touareg ont enfin signé hier samedi à Bamako l'accord pour le retour de la paix au Mali. Cet accord, il faut le rappeler, a été déjà paraphé par le gouvernement et les milices pro-Bamako depuis le 15 mai dernier. Le processus de réconciliation dans ce pays est donc à relancer, réconciliation qui va permettre au Mali de poursuivre son processus de développement. Et c'est la fin de cette édition, c'est également la fin de ce magazine. Merci à vous de nous avoir
suivi et resté avec nous sur RTI 1.